Bien, bonsoir à tous. Ravie que vous soyez avec nous ce soir. Donc, je suis Linda Benraïs, professeure affiliée à l'ESSEC et directeur des programmes de gouvernance et résolution des conflits. Je voulais d'ores et déjà présenter les regrets de notre directeur Aurélien Colson, qui est directeur de l'Institut de recherche et d'enseignement sur la négociation, qui est également directeur du département droit et environnement de l'entreprise et il dirige également le centre géopolitique, défense et leadership. Présenter aussi les regrets de notre collègue Tina Robiol, qui est directrice des études à l'ESSEC Business School et dont l'expertise et la connaissance du sujet va nous manquer aujourd'hui. Avec Tina, nous avons conçu ce séminaire euh, de recherche sur les questions femmes et paix en vue de réfléchir un peu au type d'engagement qu'on peut avoir sur cette problématique euh, et pour y réfléchir, pour voir un petit peu comment intervenir sur ce sujet. Évidemment, l'actualité géopolitique et le résultat des élections américaines donnant la victoire au camp républicain euh, et à son représentant Donald Trump sur un sujet comme Femmes et paix laisse augurer certains défis, mais sans doute aussi un lot d'opportunités sur lequel finalement nous sommes invités à réfléchir d'ores et déjà aujourd'hui. Euh, Réfléchir à cette question Femmes et paix où il y a quelque temps, donc le 23 avril 2024, lors d'une conférence de presse, les États-Unis, enfin les Nations Unies, ont souligné une réalité préoccupante qui est la suivante. Les violences sexuelles liées au conflit ont augmenté de 50% en un an. Et le nombre de femmes civiles tuées a doublé. Euh, Pramila Patten, qui est donc la représentante spéciale auprès du secrétaire général des Nations Unies, a rappelé au Conseil de sécurité la nécessité de faire taire les armes et d'amplifier la voix des femmes en tant que groupe essentiel pour la paix. Cette question aussi s'inscrit dans un contexte de hausse continue des dépenses militaires atteignant 2400 milliards de dollars, montant qui ne vous aura pas échappé. Elle a insisté évidemment, la représentante, sur la nécessité d'accroître la participation des femmes dans les processus de paix, mais aussi de renforcer la réglementation des armes et des embargos afin d'apporter un soutien financier aux initiatives en faveur des droits humains. Elle a également plaidé, vous aurez vu son pledge il y a quelques jours, pour un changement des dynamiques de pouvoir afin de œuvrer à une paix inclusive et durable. Alors, peut-être rappeler quelques mots sur ce qu'on entend par l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. C'est constitué d'un ensemble de résolutions, une dizaine, dont la première a été adoptée en octobre 2000. Donc, on fêtera le 25e anniversaire l'année prochaine sur l'idée d'accroître la participation des femmes à la prévention et au règlement des conflits, ainsi qu'à la consolidation de la paix. Elle appelait aussi, en tout cas, les États membres de l'ONU à prendre des mesures à la protection des femmes avant, pendant et après les conflits. Dans ce cadre était réaffirmé le respect des droits des femmes et des filles, la participation des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes à l'ensemble des processus décisionnels et à tous les niveaux de responsabilité, ainsi qu'en mettant l'accent sur les objectifs et les moyens pour prévenir les conflits, les résoudre et favoriser ce qu'on appelle une culture de paix. Depuis, effectivement, 2000, 9 autres résolutions ont été adoptées sur la participation des femmes, les mécanismes de résolution des conflits, la stabilisation, la reconstruction, la lutte contre l'impunité, évidemment, sur les crimes de guerre, et la protection des violences contre les violences sexuelles qui sont utilisées comme armes de guerre. Aujourd'hui, la participation des femmes est
de moins de 10% depuis une décennie. Il faut rappeler en matière de recherche, il a été démontré que la participation des femmes augmente de 30% la durabilité de plus de 15 ans des accords de paix. Alors qu'on était à 19 plans d'action nationaux sur les questions femmes, paix et sécurité, il y a eu un certain nombre d'évolutions, puisqu'on assiste à l'adoption de 110 États membres de l'ONU qui ont adopté ces plans d'action sur les questions femmes, paix et sécurité. Et c'est pour en discuter aujourd'hui avec nos invités pour comprendre en fait et tenter d'éclairer un peu le chemin, de savoir que depuis plus de 20 ans, finalement, 25 ans presque, d'engagement international autour de ces questions femmes, paix, sécurité, la paix recule et le droit des femmes et des filles sont de plus en plus menacés. On discutera lors de ce panel de plusieurs questions avec les invités qui sont présentes. Quel rôle central peuvent jouer les femmes, les filles et la société civile dans la prévention, la protection, la résolution des conflits et des processus de paix? Comment renforcer finalement l'engagement de la communauté internationale, donc la volonté politique et l'action, et de la société civile pour assurer une participation active des femmes dans les négociations, à la table des négociations donc, qui nous préoccupent principalement à l'Irénée, les processus de dialogue et toutes les prises de décision. Quelles alliances intégrant la société civile doivent être développées pour garantir une transformation durable dans la prévention et la gestion des conflits? Voilà les questions qui vont animer aujourd'hui notre échange. Autour de moi, j'ai 3 panélistes que je remercie infiniment pour avoir s'être mobilisés. Tout d'abord, Pauline Ambrogi, qui est docteure en histoire contemporaine, écrivaine et poétesse. Poétesse, c'est quand même un titre assez formidable. Et qui ex-représentante de l'ONG Make Mother Matter à l'UNESCO, et qui est l'autrice, parce qu'on parlera aussi de leurs ouvrages, fabuleux ouvrages dont on fera évidemment l'active promotion, qui est autrice aussi d'un fabuleux ouvrage intitulé Mère et paix, aux éditions de l'École des guerres, et qui a été publié en 2021. Fanny Benedetti aussi, qui est avec nous, fondatrice de Rise Council, et qui est experte en genre et inclusion auprès du HCR. Elle vient de rejoindre, d'ailleurs, c'est tout frais, c'est un peu la nouveauté, elle vient de rejoindre Genève, donc auprès du HCR sur les questions d'inclusion. Elle a également publié également un ouvrage sur les luttes féministes à travers le monde, dont elle aura l'occasion de nous parler et qui tout à fait intéressant. Et également présente Faïmé Robiol, que certains d'entre vous connaissent déjà à l'ESSEC-Irénée. Faïmé est vice-présidente du club France-Afghanistan, est chargée de cours à l'ESSEC, à Kaboul et dans bien d'autres prestigieuses universités et écoles. Et elle est autrice aussi d'un livre tout à fait à recommander qui s'appelle Femmes, vie et liberté, parlons-en aux éditions Edilivre. Alors c'est un peu pour voir tous ces terrains que sont l'exploration, l'action, la recherche, mais aussi le côté politique public sur lesquels on va débattre, sachant qu'on a avec nous trois expertes tout à fait intéressantes sur ces sujets. Alors, je vais commencer avec vous, Pauline, pour évoquer avec vous ces questions qu'on a posées, auxquelles vous pourrez bien évidemment répondre. Et je vous invite aussi dans le chat à poser vos questions qu'on essaiera de prendre aussi. Mais de voir avec vous, Pauline, dans cette fabuleuse recherche que vous avez menée, au vu de votre expérience, etc., à travers le monde, cette universalité de dialogue que vous avez engagée avec les femmes présentes sur les conflits, quelles sont pour vous, évidemment, les choses à créer en termes d'alliances que vous connaissez
parfaitement. Mais peut-être quelques mots aussi sur votre ouvrage, je crois, qui mérite d'être connu de tous les participants. Écoutez, merci Linda, en tout cas, de me donner la parole et puis de m'avoir invité à ce séminaire de l'IRENE. En tout cas, une question essentielle est posée aujourd'hui, le rôle des femmes dans la paix. Alors moi, j'ai un angle un peu particulier puisque je parlerai surtout des mères. J'ai interviewé 75 mères dans 40 pays dans le monde pour connaître leur rapport à la paix. Donc en fait, j'aborderai cette question en m'intéressant davantage au rôle des mères dans la prévention, la protection, la résolution des conflits, des processus de paix. Je rappelle qu'environ 80% des femmes sont des mères. Et elles sont impliquées dans tous les sujets couverts par les ODD, que ce soit la pauvreté, la faim, la santé, l'éducation, l'égalité, l'eau, etc., etc. Et que sur un plan mondial, les mères constituent le groupe social le plus nombreux et le plus important, car au-delà de leur culture, de leur religion, de leur situation socio-économique, elles sont unies par le souci d'assurer l'éducation et le bien-être de leurs enfants, normalement. Voilà. Donc, en effet, pourquoi les mères doivent, c'est pas qu'elles peuvent, mais elles doivent jouer un rôle dans la paix. À cela, j'ai 3 raisons. Parce qu'elles ont une expérience propre du rapport à la vie, elles sont présentes sur le terrain et elles apportent quelque chose, un apport spécifique au travail de la mémoire et de la reconstruction de la vérité. Alors, une expérience propre du rapport à la vie, c'est du fait de la maternité. Les mères ont un rapport particulier à la vie. Elles ont une relation privilégiée à l'être humain en donnant la vie. Donc, normalement, elles n'ont qu'un intérêt d'amour envers leurs enfants. Et cet amour, il est vrai, il est gratuit. Quand une mère voit son fils partir à la guerre ou être happé par la violence, bien, ces émotions sont vraies. Quand je leur ai parlé, ces femmes, elles parlaient avec leur cœur, elles y mettaient leur tripes, enfin, elles incarnaient. Leur enfant, c'est la chair de leur chair. Et il y a enfin, j'ai beaucoup de témoignages, mais je me souviens de Aïcha, qui a travaillé dans les services de santé publique au Maroc, qui disait, mais pourquoi une mère souhaiterait qu'on abîme son enfant? Quelle raison la pousserait à faire de son enfant de la chair à canon ou à se laisser se faire endoctriner par des idéologies meurtrières ou à le pousser dans le trafic de drogue? Alors, pourquoi transmettre des valeurs de paix et d'amour à nos enfants si le chaos est partout? Donc, ce chaos, les mères, elles le vivent à des échelles différentes parce qu'elles sont sur le terrain. Elles sont en effet à un poste d'observation qui leur permet de comprendre l'origine des problèmes et de proposer parfois, souvent, des solutions au dysfonctionnement de l'environnement dans lequel elles vivent. Alors, j'ai l'exemple à l'échelle d'un quartier. Pour lutter contre la délinquance dans son quartier à Argenteuil, donc Argenteuil c'est en banlieue nord, Marie-Louise, que j'ai rencontrée, a mis en place un réseau qu'elle a appelé le réseau des mamans. Ces mamans étaient de nationalités, de cultures, de religions différentes. Marie-Louise est elle-même sénégalaise et chrétienne. Et les mères dans ce quartier, bien sûr, se connaissent. Elles connaissent les enfants les unes des autres. Et quand elles voient des jeunes s'attrouper sur le parvis, alors ce qu'on appelle le parvis, c'est la dalle à Argenteuil, c'est un immense espace, une immense place autour duquel bon, il y a des immeubles d'habitation. Et donc les mères habitent ces immeubles d'habitation et voient ce qui se passe sur cette place. Donc, quand elle voyait des jeunes s'attrouper, elle est prête à se battre, eh bien, elle se téléphonait. Elle disait, bah, attention, tu sais où est ton gamin, s'il est dehors, fais-le rentrer parce qu'il va se battre. Et puis, appelle une telle pour lui demander où est son gamin et qu'elle le fasse rentrer, et ainsi de suite. Et Marie-Louise dit, avec ce système, on a évité le pire, on a fait rentrer nos gamins à la maison pour leur éviter de se battre avec des bandes rivales et de tout casser. Donc, en fait, dans un quartier, les maires savent qui sont les jeunes qui vont mal tourner, qui font du trafic, ceux qui vont en cours, ceux qui s'en sortent. Et finalement, elles sont un bassin d'information parce qu'elles sont un poste d'observation qui leur permet d'avoir un regard sur les événements. C'est pour ça qu'elles peuvent apporter quelque chose de spécifique au travail de la mémoire et de la reconstruction de la vérité après les conflits. Parce que leur petite histoire se place dans la grande histoire. Et d'une façon générale, les mères ont une expérience propre de la guerre, elles ont une expérience propre des conflits. Et souvent, elles se retrouvent seules à éduquer leurs enfants.
elles font face à la violence quotidienne chez elles, dans les rues, dans les camps de détention, et puis elles-mêmes sont victimes de violences, de viols. Et j'avais interviewé beaucoup de Colombiennes, je suis partie en Colombie, et je me souviens de Carmen qui disait, mais maintenant, nous nous retrouvons entre mères, nous parlons, nous nous racontons ce qui est arrivé dans les moments très durs lorsque les guérilleros faisaient la loi dans nos villages. La violence était partout, on ne pouvait pas laisser sortir nos enfants pour jouer dans la rue. Donc les mères, elles voient l'envers du décor, elles vont démystifier les discours idéologiques, politiques, en témoignant de ce qui se passe réellement, sur le terrain, au quotidien, dans le rapport à la violence immédiate. Donc ces mères sont une force, souvent qui s'ignore, et pourtant, elles peuvent faire bouger les lignes. Alors, comment? Eh bien déjà, en faisant entendre leur voix sur le terrain politique et celui de la justice, en sortant du silence. Le silence, soit on les y enferme, parce qu'on les fait taire par la menace, soit elles se sont enfermées, parce qu'elles encaissent, parce qu'elles ont l'habitude de ne plus rien dire. Donc, il faut les faire sortir du silence. Il faut qu'elles sortent de la sphère privée. Il faut qu'elles se fassent entendre dans la sphère publique. Il faut qu'elles rendent publiques leurs protestations dans la rue, dans un hémicycle, dans un tribunal. Là, j'ai deux exemples rapides. En Côte d'Ivoire, au plus fort des conflits, les maires se sont rassemblées de manière informelle dans les quartiers de leur ville pour exprimer leur colère. Donc, elles ont réussi à faire passer des messages, elles ont même réussi à passer à la télévision, elles ont organisé des conférences, elles sont allées parler aux autres femmes, elles ont rencontré des décideurs politiques et elles ont pu aider à la réconciliation nationale. Le deuxième exemple, c'est grâce à leurs témoignages, il y a des femmes yougoslaves, des femmes rwandaises qui ont permis une évolution du droit pénal international qui a pris en compte la dimension sexuée des crimes de guerre. Donc le viol est devenu un des éléments constitutifs des crimes contre l'humanité. Donc voilà, ces femmes, il faut qu'elles fassent entendre leur voix. Et ces mères qui parlent, eh bien, elles sont un levier de résistance parce qu'elles savent dire non, elles savent dire stop, ça suffit. Elles rejettent la normalité de la violence. Brigitte, qui est ivoirienne, m'a dit, quand les mères en ont marre, elles tapent du poing sur la table. Les hommes reculent. Trop, c'est trop. Lorsque les mères voient leurs enfants en situation de danger, elles n'ont pas peur de se lever et de se mobiliser. La vie de leurs enfants, c'est la limite. Sinon, elles laissent faire les hommes. Donc, les mères vont dénoncer des situations, elles vont s'y opposer, elles vont les combattre. Leur transgression des règles, leur désobéissance civile et le refus de se soumettre à des lois ou à des règlements des pouvoirs qu'elles vont juger iniques. Voilà. Mais le problème, c'est que cette résistance, elle doit trouver des relais politiques ou juridiques pour aboutir à un véritable changement des situations dénoncées ou des mentalités. Voilà. Alors, comment faire bouger les lignes? Eh bien, la troisième possibilité, c'est en se rassemblant pour mener une lutte commune, parce que l'union, ben, l'union fait la force. Et en se rassemblant, euh, malgré leurs différences d'éducation, de culture, de langue ou de religion, elles peuvent avoir une action. C'est vrai que la guerre crée des fossés infranchissables. C'est vrai qu'aussi, ben, il y a des blessures qui restent à vif, hein. Mais la souffrance peut amener les mères à la compassion, au pardon et à la réconciliation. J'ai eu plusieurs exemples, je me souviens en Colombie notamment, mais bon, on n'a pas le temps de tout développer. Mais je voudrais parler d'un exemple, en effet, un peu sensible, il est extrêmement d'actualité. C'est Marilyn que j'ai rencontrée, qui a créé le mouvement Women Wedge Peace et qui a dit les femmes doivent être fédératrices. Elles doivent prouver qu'elles sont capables de réunir des femmes arabes et juives, de droite et de gauche, des femmes de la périphérie et du centre du pays, des femmes qui n'ont aucun rapport avec la paix. Parce que c'est dans cette culture du lien que la paix devient possible. Marilyn a organisé plusieurs marches pour la paix à travers Israël et les femmes palestiniennes et israéliennes ont coopéré, elles ont œuvré pour la paix, se battant pour réclamer des accords de paix. Elles avaient réussi ce qu'aucun de leurs dirigeants n'avait été capable de faire, c'est-à-dire surmonter leurs différences, se rejoindre dans leurs souffrances, se parler, parler de la paix et se rassembler. Voilà, pour conclure, je dirais que ben, les mères sont des garde-fous. Elles ont des demandes légitimes, simples. En fait, elles requièrent la sécurité. La sécurité humaine, c'est la condition préalable au sentiment d'estime de soi, de l'équilibre des enfants. Elles demandent l'accès à l'éducation, elles demandent l'accès aux soins,
à la santé. Donc, leurs demandes sont vraiment vitales. Et ce que je pourrais dire, 2 points dans cette conclusion, c'est que l'action des mères a une incidence qui dépasse de loin le cadre familial, parce qu'elles sont confrontées au défi de l'instauration d'une culture de paix déjà dans leur famille. Et cette culture a des ramifications qui s'étendent à toutes les sociétés. Et enfin, les mères, elles ont cette relation privilégiée à l'être humain, dont je parlais tout à l'heure, ce rapport profond à la vie, à la défense de la personne, qui devrait être entendu de façon systématique par les négociateurs de paix, que ce soit à l'échelle d'une nation ou d'une organisation internationale. Voilà ce que j'avais à dire des mères. J'ai porté leur voix. Merci et puis bravo et aussi à l'École de guerre d'avoir publié ce bel ouvrage. Ça montre toute la préoccupation qu'ils ont par rapport à ces sujets avec lesquels évidemment on collabore. La question qu'on a envie de vous poser, c'est quels sont les réseaux de solidarité des maires existants aujourd'hui et quel est leur point de connexion avec la société civile? C'est compliqué, hein, parce que enfin, ça dépend dans quel pays aussi. Euh, mais c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'à un moment, quand elles arrivent à se rassembler, alors évidemment, ça part de mères ou de femmes qui sont déjà éduquées en général et qui vont drainer des femmes très différentes. C'est pour ça que je citais l'exemple de Marilyn. Voilà, il faut. En fait, c'est la paix qui est le point d'ancrage, de réconciliation. Enfin, c'est le point commun. Mais c'est difficile. J'ai vu même à l'UNESCO, parfois, quand on parlait de la paix, on oubliait complètement de parler des mères. Complètement. Et alors qu'on traitait de la paix. Donc les mères, elles sont souvent oubliées dans toutes les questions qui ont attrait à la justice et à la sécurité collective, alors que pourtant, c'est des valeurs qu'elles portent et qui sont profondément ancrées dans les démarches qu'elles mènent auprès des institutions quand elles le peuvent. Mais c'est difficile. Mhm. Merci, merci beaucoup, Pauline. Je me tourne maintenant vers Fanny. Au vu de l'expérience de Fanny, aussi des connaissances des politiques publiques, en particulier toutes ces résolutions et agendas, plans d'action national dans tous les pays, etc. Fanny, comment on collabore avec toutes ces ONG de la société civile? Quelles sont les alliances? Pourquoi on a le sentiment aussi qu'elles sont si divisées parfois sur ces sujets dans un... Et l'approche de ton livre sur l'approche intergénérationnelle de cette question est tout à fait fondamentale. Je sais que on a Manon Buré qui est des Young Peace Builder Leaders qui est là aujourd'hui et la jeune génération. Donc comment on aborde ces questions aujourd'hui? Merci Linda, merci pour cette invitation. Je suis vraiment contente d'être parmi vous. Je vois qu'il y a aussi plein d'expertes, dans la salle, donc c'est un peu intimidant, mais j'espère qu'elles auront aussi l'occasion de s'exprimer et pas seulement des experts, des actrices de terrain vraiment aussi sur ces sujets. Donc c'est vraiment, super de se retrouver aujourd'hui en particulier. On a besoin de voilà, de se de se réunir, je crois. Voilà, bon rapidement, bah, déjà je voulais remercier, la précédente, intervenante. Donc, moi je connaissais pas, son ouvrage, et j'ai trouvé intéressant, justement c'est son intervention sur le niveau vraiment très incarné par des femmes qu'elle a rencontrées. Donc ça c'est important, je pense. Il faut toujours qu'on garde à l'esprit que c'est pas, des processus, dans les grandes enceintes dont on parle, mais c'est aussi la réalité, du terrain, des femmes actrices, de paix. Donc voilà et puis je voulais aussi rajouter, un petit mot sur, Mères pour la paix. Moi, c'est un réseau, c'est un grand réseau, hein. Je pense, vous faites partie de ce réseau, madame, sauf erreur, mais c'est un réseau qui est, international et qui a commencé effectivement au moment de la guerre en ex-Yougoslavie, et qui pour moi a été, un réseau qui incarne tout ce que les
les mères et les femmes en général, bien sûr, les femmes et les jeunes filles peuvent apporter, c'est-à-dire, justement une incarnation de ce que peuvent être la solidarité humaine tout simplement. Et ça a été, une rencontre assez magnifique aussi, que j'avais faite avec ce réseau-là. Donc voilà et après il y a beaucoup de questions un peu, qui pourraient être adressées. Donc je voulais déjà revenir aussi sur la première partie de ta question Linda sur, les politiques publiques en la matière et un peu d'où on vient, d'où on parle et où on en est, un peu sous forme de bilan. Puisque là on vient d'avoir aux Nations unies, au Conseil de sécurité, donc la journée annuelle sur ces sujets-là, sur le fameux agenda femmes, paix et sécurité que beaucoup connaissent, mais qui est pas très connu du grand public, hein, mais en gros, c'est un sujet donc dont le Conseil de sécurité s'est saisi, donc il y a plus de 20 ans, en 2000 et c'est en soi intéressant, sur le plan plutôt, je dirais, presque académique, théorique, que le Conseil de sécurité se saisisse d'un sujet pareil. Déjà ça, je trouve ça intéressant en soi, parce que, traditionnellement cette enceinte très exclusive, très verticale, très l'instance décisionnelle de l'ONU, hein, n'est-ce pas? Qui est bien, bloquée en ce moment, mais qui est, l'instance qui décide, avec un club très restreint d'États. Enfin, tout le monde connaît cette enceinte-là qui, doit se réformer depuis, de nombreuses années, se saisit d'un sujet comme femmes, paix et sécurité. Déjà, en soi, c'est quelque chose qui doit interpeller, je pense, et qui est intéressant et qui est, un fait intéressant de la redéfinition de ce qu'on entend par sécurité, en fait. C'est la sécurité humaine, donc c'est cette notion de sécurité humaine qui s'est développée à ce moment-là, dans les années 2000, après des périodes très dramatiques, qu'on a vécues, c'est-à-dire, bah, la guerre notamment, enfin toutes les guerres, mais c'est en particulier la guerre en ex-Yougoslavie, qui a été aussi, donc qui a donné lieu à un tribunal, spécial et puis, aussi les événements qui se sont produits au Rwanda à ce moment-là qui ont donné aussi lieu à un tribunal spécial et plus tard à la Cour pénale internationale. Donc, que vous aviez cité d'ailleurs, mais du coup, voilà, le sujet entre au Conseil de sécurité, donc on redéfinit un peu la sécurité humaine, au d au en compte en comment dire? En par rapport à ce qui était entendu auparavant, moi je suis pas une spécialité de la sécurité, mais qui était plutôt une sécurité inter-États et donc là, on se concentre sur la sécurité entre guillemets des aussi «des populations civiles» entre guillemets. Et donc cet agenda effectivement, bah, il est très salué, puisque c'est quelque chose de vraiment important face aussi au nombre, aux violences, voilà, c'était ça que vous aviez cité, le fait que les femmes avaient été vraiment, ciblées, pendant ces 2 conflits de façon particulière avec, l'émergence, des crimes de genre, des crimes sexuels qui ont été codifiés à ce moment-là. Donc voilà l'origine un peu de ce sujet au Conseil de sécurité. Puisqu'avant donc le droit humanitaire ne reconnaissait pas spécialement, les crimes sexuels, dans toute leur diversité, leur gravité et ils ont été donc codifiés comme des crimes de droit pénal international à ce moment-là. Et donc 24 ans plus tard, où en sommes-nous? Parce que c'est un peu ça la question. Hem, donc je vais pas faire un bilan complet, mais il y a tous les ans au moins une réunion du Conseil de sécurité dédiée à ce sujet et un rapport du secrétaire général. Donc ça a une valeur, pas seulement symbolique, mais parce que c'est un état des lieux quand même du sujet dans le monde, qui est fait, qui est établi par les États bien sûr et aussi par les ONG, par les associations de femmes qui sont quand même qui en tout cas s'emparent de ces rapports bien sûr pour, faire leur travail de plaidoyer et pour travailler sur le terrain dans le domaine bien sûr du plaidoyer, auprès de leurs dirigeants. Donc ça, c'est un aspect un petit peu institutionnel du sujet, mais qui est important parce qu'il a un lien aussi avec les femmes sur le terrain qui ont, heu
très peu de visibilité. Ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'elles sont actives, dans leur réseau, dans leurs associations, avec, bien sûr, on le sait maintenant, très, très peu de moyens financiers, peu de soutien, très peu visibles alors qu'elles sont le tissu vraiment, des communautés dans les périodes de crise. Hem, Là, je suis au Haut Commissariat aux réfugiés, donc les femmes, c'est plus de 50 des déplacés dans le monde et en plus, elles ont à la charge, ben, les personnes vulnérables et dépendantes, en général. Donc ça fait, qu'elles ont une charge très, très importante, sur leurs épaules et et qu'effectivement, elles sont là pour, bah, maintenir, une forme de cohésion, dans les communautés, agir, donc au quotidien pour préserver, ce lien social, qui a été brisé par le conflit et par le déplacement. Hem, donc effectivement, ça c'est un peu je veux dire un rôle qui est là, qui est absolument vital, essentiel, humanitaire et humain et qui est, pas du tout, soutenu, disons, pour être sincère, financièrement et autrement. Pourquoi? Parce que les femmes ont simplement très peu, accès au pouvoir. Donc je vais pas faire mais c'est Linda, tu mentionnais mon livre, bah, il y a tout un chapitre là-dessus, c'est-à-dire enfin une sec un chapitre du livre sur le fait que, disons, du fait de leur rôle social, enfin leur place dans la société, les femmes sont très éloignées du pouvoir. On a les chiffres, on les connaît, c'est-à-dire qu'il y a très peu de femmes qui sont dans les sphères décisionnelles et qui peuvent du coup se retrouver autour aussi des tables de négociation dans les enceintes diplomatiques, qui sont autorisées, dans ces, enceintes-là. Donc on a ce problème en fait de décalage entre le rôle fondamental qu'elles jouent et le potentiel qu'elles ont aussi d'apporter des solutions tout à fait, concrètes et importantes, quel que soit d'ailleurs leur rôle parce que certaines sont, des juristes chevronnés. Il y a beaucoup de réseaux de femmes, avocates, juges, qui ont absolument les compétences de pouvoir se retrouver dans des enceintes, internationales ou nationales de négociation. Hem mais qui ne sont pas, autorisés. Donc ça, c'est un point fondamental. Il y a un plafond de verre, une barrière qui fait que, les personnes légitimes ne se retrouvent pas autour de la table. Hem et on a souvent ces exemples-là où, parfois des initiatives là, j'en ai encore un, qui s'est un exemple à donner sur le Soudan où, il y a eu une tentative de négociation disons, il y a quelque temps, où, des négociations ont été initiées à Genève et ce qui s'est produit, c'est que bon, hem, les femmes sont invitées, mais c'est souvent pour participer à la marge, mais elles sont pas, vraiment invitées dans les enceintes de négociation. Donc ce sera une table ronde, un side event comme on appelle, et ça, c'est vraiment un problème parce qu'elles ont absolument tu as donné les chiffres, les accords de paix qui sont inclusifs, donnent des résultats beaucoup plus, sur la durée. Ça, c'est une des raisons, c'est pas la seule. Il y a une question aussi de représentativité et de légitimité des personnes qui sont associées aux négociations. Donc une des solutions, c'est quand même et d'ailleurs je reprends donc là l'appel du secrétaire général qui est absolument fondamental pour moi, qui vient d'être, lancé donc à l'occasion de cette journée Femmes, Paix et Sécurité, qui appelle justement, à ce que je viens de dire. Je ne vais pas le citer parce que je l'ai pas sous les yeux là tout de suite, mais à faire participer les réseaux de femmes, les associations de femmes, dans les espaces, de négociation et de construction de la paix. Donc voilà, l'appel qu'il a lancé, bon, c'est pas d'une grande nouveauté, mais c'est un appel très fort aux États membres pour faire en sorte de permettre de financer, parce qu'il y a une question d'identifier, de financer, de faire venir et de faire en sorte que les parties belligérantes, quand même il s'agit souvent de des personnes qui sont autour de la table, autorisent les femmes, actrices de paix à être présentes et à participer activement.
Donc pour moi, c'est le message que j'envoie et enfin que je relais plutôt, il vient pas de moi, mais du secrétaire général, que ce soit possible et que peut-être, il y aurait des réactions, soit sur le chat, soit dans la salle sur ce point-là. Je mettrai dans le chat le texte, enfin la langage la Oui, l'appel exact. on a mentionné tout à l'heure, oui. Mmh. OK. Ah oui, tu l'as déjà dit, OK. Non, mais par rapport à ce que tu dis, il y a quand même, et c'était la deuxième partie de ma question et qui ressort bien dans ton ouvrage, c'est le dialogue intergénérationnel. Ah oui, Diplomatie féministe, oui. les ONG où, les visions ne sont pas toujours les mêmes, nécessairement, Mmh. et qui participent d'une certaine division des alliances où, évidemment et puis d'autres facteurs, tu l'as souligné, les questions de budget, de soutien qui sont fondamentales, l'aspect financier et les élections Mmh. américaines et l'annonce justement faite lors de cette journée de 300 millions pour les programmes FEP et sécurité. On imagine que ça sera fragilisé, donc qu'est-ce qu'on peut faire sur ce dialogue intergénérationnel dont on a besoin pourtant, mais pour qu'il y ait plus d'unité, dans tous ces réseaux, Mmh mh. vu ton Oui. expérience? Hem, alors oui, en fait, déjà bon, sur le féminisme, je pense qu'il faut accepter, en tout cas c'est mon point de vue, vraiment la pluralité qui est la nature même du féminisme. On va pas, voilà, il faut que ce soit un féminisme pluriel, que chaque mouvement, puisse être représenté très, représentative de parce que évidemment les femmes ne sont pas un bloc, monolithe, hein, donc je pense que ça, il faut le reconnaître, et intégrer toutes les différences et avoir des propos situés, donc ça, c'est aussi très important et moi, effectivement, ce qui m'a intéressée là, sur ce livre sur les luttes féministes, c'est vraiment de ma motivation première et principale était d'avoir un dialogue avec une génération, de jeunes femmes qui s'intéressaient au sujet, qui étaient, aussi presque déjà un peu enfin expertes, je dirais même, de sujet, mais qui étaient vraiment très militantes aussi. Donc donc voilà, je c'est un exercice, qui avait cet objectif-là d'avoir un dialogue avec elles, parce qu'effectivement je voilà, il y a cette pluralité du mouvement qui lui jouit des tours parce que souvent on reproche aux féministes de ne pas, parler d'une seule voix. Donc ça peut être vu de l'extérieur comme une faiblesse, mais c'est l'essence même du féminisme, d'avoir, une diversité de voix et de laisser, toutes les voix se faire entendre. Donc ça peut pas être, je pense, légitime de critiquer cela parce que c'est vraiment la démocratie. Les valeurs du féminisme, c'est la démocratie, c'est l'horizontalité, c'est toutes ces valeurs-là. Donc si on n'est pas d'accord avec ça, on n'est pas féministe. Donc voilà, c'était ça que, je pense Sur que la voilà. Après c'est coopération? sûr qu'on peut avoir, effectivement hem, ce souci de paraître divisé, mais bon, c'est comme ça, c'est les gens qui ne connaissent pas le féminisme qui peuvent dire ça, je pense, qui n'y adhèrent pas de toute façon, qui cherchent des raisons de l'attaquer. Hem, Après dans les positionnements différents, bah, oui certainement, il y a on revisite aussi l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a plein de sujets en fait dans le livre qui sont, aussi des sujets historiques et de la façon dont les choses ont évolué dans la compréhension de l'histoire, notamment coloniale, mais pas que, qui est maintenant intégrée dans ce que les jeunes féministes, ce à quoi elles adhèrent et leur vision d'un féminisme, inclusif, et qui prennent en compte aussi, peut-être les voix que certaines voix n'ont pas été entendues, par, notre génération. Voilà. Donc mais ça, c'est un débat qui, à mon avis, doit être, entendu, ne doit surtout pas cliver, surtout sur un sujet comme celui que nous abordons aujourd'hui qui doit vraiment réunir, absolument tout le monde, hein, toutes les femmes et d'ailleurs je pense qu'il y a quelques hommes dans la salle. C'est aussi un des sujets, c'est-à-dire qu'on se retrouve souvent quand même beaucoup, entre soi et ça je sais que Linda, tu as essayé de vraiment de faire en sorte que et je pense que d'ailleurs on a un groupe quand même avec, de la mixité, ça c'est très important. Mais c'est vrai qu'on se retrouve souvent seul sur ces sujets, et c'est embêtant et
avec l'actualité aujourd'hui aussi, de l'élection américaine, on voit que et d'ailleurs il y a des études qui le montrent, qu'il y a quand même un gender gap, de plus en plus grand aussi dans des positionnements, politiques, qui sont pertinents sur le sujet dont on parle. C'est-à-dire que, il y a quand même, je pense, dans la génération justement jeune, ça c'est aussi un aspect, heu, qui a été, étudié en tout cas dans quelques contextes, que, les jeunes hommes et les jeunes femmes ne se comportent pas de la même manière par rapport à des enjeux, comme, justement la guerre, la paix, les droits humains, la solidarité, ce genre de sujet. Il y a un vrai gap, de genre qu'il faudrait, creuser un peu. Gap de genre et gap d'agéisme, ajoute dans le chat D'accord. le nom des Young Peace Leaders. Et c'est vrai qu'il faut entendre aussi, et la consultation des jeunes et des réseaux de solidarité, notamment des étudiants, etc., qui se développent et qui sont des vrais appuis à la Mmh. paix. Ça aussi, faut cultiver ce dialogue intergénérationnel, quand bien Mmh. même avec des approches différentes, des visions différentes, telles que l'illustre parfaitement ton livre. Je trouve Ouais. que, parce il parle à deux voix, et c'est Mmh. une grande richesse parce que c'est aussi ouvrir, se réinterroger, repenser les choses. On Mmh. parlait du réseau des maires tout à l'heure. Bah oui, Mmh. pourquoi on ne le voit pas plus aujourd'hui dans toutes ces organisations? Il y a des choses, à mon sens, à repenser, et peut-être que je parlais du lot Oui. d'opportunités. Il y a des Et choses à moi, en développer. fait, ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est vrai. Je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment de la place et souvent, c'est vrai que les réseaux féministes n'ont pas été, souvent assez inclusifs. Là, aujourd'hui, bon, la prochaine fois, il faudra qu'on fasse veille à la diversité d'âge aussi, sur le panel, c'est important. Mais comme tu avais choisi des autrices, peut-être c'était ça aussi le critère, mais on peut faire, intervenir, s'il y a le temps, bien sûr, les personnes, des différentes, générations, de Et on de va femmes. monter quelque chose avec les jeunes, oui, Ouais, c'est sûr. parce que c'est sûr que moi, c'est ça qui m'a intéressée. Je pense qu'il faut arrêter de délimiter des territoires. En fait, on doit se comprendre et faire évoluer notre compréhension des sujets en fonction de effectivement, moi, ça me semble très important d'arriver à comprendre justement le point de vue des jeunes femmes et comme le disait l'interlocutrice, aussi dans toute la diversité de genre, cette notion qui a beaucoup évolué et qui est peu comprise, des générations plus âgées. Mmh. Donc on retient cette place des mères, qu'il faut peut-être retrouver une nouvelle place centrale, en tout cas quelque chose d'important dans ce dialogue qui est d'autant plus humain, pour les raisons qui ont été soulignées, de travailler et peut-être revoir nos approches traditionnelles pour retravailler aussi avec les Young Peace Leaders, etc. Je pense qu'il y a la place pour tout le monde dans la solidarité. Mmh. Et peut-être que la période est propice aussi, dans son lot Faut d'opportunités, voir ça comme ça, ouais. à repenser les Mmh. choses. La réduction des fonds drastique, à mon avis, qui risque d'advenir aussi sur cette question, Absolument. Mmh. est une question centrale qui peut-être nous invitera à repenser les choses de façon moins chère, parce que c'est aussi un business, comme on dit. Et je me tourne vers Fahimé, qui, elle, bien souvent, intervient à titre gracieux. On échangeait encore tout à l'heure là-dessus, pour découvrir le parcours de Fahimé, son urgence, son actualité, peut-être au vu de son merveilleux ouvrage sur un ouvrage d'un parcours, d'une vie, d'une authenticité d'action tout à fait intéressante sur l'Iran et l'Afghanistan. Euh, mais Fahimé, comment on intervient à titre gracieux avec autant d'audace et de détermination? C'est un peu ma question. Bon, merci Linda de m'avoir invitée. Merci beaucoup et merci des intervenantes. Pour tout vous dire, je le résume dans une phrase. J'enseigne ici, je fais une petite cagnotte
et après, je vais enseigner en Afghanistan, enfin, tant que le Taliban n'était pas là, en payant mon billet d'avion et allant à l'université de Kaboul pour le faire gracieusement. D'accord? Et puis, voilà, je fais beaucoup, beaucoup de choses de cette façon. Et c'est pour ça que j'ai évité d'être membre des associations, parce que ça, à la fois, c'est une aisance, mais par ailleurs, ça me complique la vie. Voilà. Je vais reprendre mon bateau de pèlerin et puis avec mon petit cagnotte personnel. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait et c'est très bien ainsi. Voilà. Par contre, moi, je vais pas parler des études et je me limiterai à l'endroit où j'ai un petit compétence là-dessus, qui est l'Iran et l'Afghanistan. Et pour vous faire un petit peu un tour où on en est en ce qui concerne la situation des femmes, et puis d'apporter quelques pistes de réflexion, et puis évidemment partager avec vous euh, mes regrets, mes tristesses. Ça ne sera pas très, très, très positif, même si je suis née positive. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça. Et si vous permettez, je vais partager mon écran. J'ai préparé quelques slides. Et avant de commencer Est-ce que vous voyez? Oui? Pour l'instant, non, famille. Ah voilà, c'est bon. C'est bon? Parfait. Voilà. Alors, c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, juste avant, je voudrais penser à une femme extraordinaire, une jeune femme étudiante de littérature française. Quand vous voyez à droite de cette slide, et qui a été tellement malmenée que devant son université, elle s'est dévêtue. Elle est emportée par la police des mœurs et on n'a plus de nouvelles depuis samedi et on est extrêmement inquiet connaissant le système de ce qu'elle fait, de ce qu'il fait avec des femmes, entre guillemets, désobéissantes. Je voudrais également montrer celle-là. C'est une jeune fille de 16 ans qui est hier, parce que elle portait un jean à la place du pantalon de format de l'école, a été virée de son école et elle a été tellement outrée parce qu'on lui a demandé de revenir avec ses parents. Et voilà, elle s'est suicidée. Donc voilà, c'est la situation en Iran, mais on en voit plus à cause du fait qu'il y a plus l'accès aux médias. Mais la situation en Afghanistan, c'est encore pire. Alors, voilà où ça se trouve, notre Afghanistan, avec toutes ces frontières, qui le fait d'être un pays extrêmement riche en minéraux, en lithium, en pétrole, uranium, tout ce que vous pouvez imaginer, et en même temps stratégique en termes de sa position au niveau du Proche-Orient. Alors, voilà, vous le voyez, et puis son pire ennemi est 69 kilomètres frontière avec la Chine, et on l'appelle l'Arabie saoudite de lithium parce qu'on a découvert le plus grand mine de lithium dans ce pays, et ce qui lui fait tout cet or, parce que tout le monde est intéressé pour aller piller, et pourquoi pas mieux que les talibans, où ils vont pas se poser des questions à partir du moment qu'ils sont là et que personne l'embête. Alors, Suleyman Khan, entre 1919 et 1929, et après Zahir Shah en 1959, après avec la République démocratique d'Afghanistan en 78, une série de réformes ont eu lieu. Et puis, en ce qui concerne les droits des femmes, en ce qui concerne l'étude est devenue obligatoire, l'école est devenue obligatoire pour des femmes. Donc, la situation des femmes sont progressées depuis le début du XXe siècle.
Et c'est avec les guerres successives des Moudjahidines qui étaient soutenues par les Américains, et puis les talibans entre 1996 et 2001, les femmes ont disparu de la société au point de vue de l'éducation, santé, mobilité et l'économie. Alors, après 20 ans, nous sommes allés en Afghanistan non seulement pour traquer Ben Laden, mais aussi pour instaurer la démocratie, une société civile avec les droits des femmes. Mais le constat est sans appel. Vous voyez l'engouement pour l'éducation? Il y a eu beaucoup de jeunes filles qui sont allées à l'école, à l'université pendant ce temps-là. Mais néanmoins, après 20 ans, persévérance, la communauté internationale, nous sommes devant une débâcle. Voilà, vous voyez là, c'est l'université de Kaboul avec mes étudiants et que les filles et les garçons sont assis pour réviser. Et dans ma classe, j'avais même autorisé les bébés parce que les mamans ne pouvaient pas laisser les bébés ailleurs. Donc, on faisait des négociations et le bébé était d'un bras à l'autre pour que les mamans puissent travailler. Et là, voilà les formations, des programmes sur négociation, la gestion de conflits qu'on a organisé également pour les femmes leaders afghanes avant l'arrivée des talibans. Donc, je vous disais que voilà, la communauté internationale, et plus particulièrement les Américains, ont fait la guerre contre les talibans et ont tenté de reconstruire une société civile qui a fait défiler 4 présidents américains, une dépense de plusieurs milliards de dollars, un nombre de victimes de plusieurs milliers de soldats dans notre pays, des centaines de milliers des Afghans, le déplacement de plusieurs millions d'Afghans pour que les talibans soient remplacés par les talibans. Les talibans déclarent de façon extrêmement cynique, le visage d'une femme est une source de corruption. La femme est un champ à propriété de l'homme pour en faire ce qu'il veut. La femme n'est pas un être humain, mais le Dieu l'a créée ainsi pour qu'elle ne fasse pas peur aux hommes. Il faut donner une éducation et travail aux hommes, ainsi on n'a plus de besoin que la femme aille à l'école ou travailler. Devant quelques actions courageuses de quelques femmes pour créer des classes et des écoles clandestines, un juge de Taliban vient de déclarer « Apprendre à lire et à écrire aux femmes, y compris à la maison, est interdite. » Cela fait maintenant 1140 jours que les talibans ont fermé les écoles secondaires et 600 jours que les filles n'ont pas pu aller à l'université. Depuis septembre 2021, il y a eu 165 procédures. Et puis depuis juin 2024, avec une loi de 114 pages, qu'il interdise de voir le visage de femme et d'avoir son dessous-voix, qui est considéré comme aurat. Ça veut dire que si on voit une femme, son visage, ou bien d'entendre sa voix, c'est comme si on voit son partie intime. Et finalement, le 26 octobre, la ministre des Préventions de Vice et Promotion des Vertus a imposé que la femme ne doit pas parler entre elles, même en chuchotant. Les conséquences est la chose suivante. Si une femme est en danger dans la rue, qu'il y a un tremblement de terre, qu'il veut aller voir le médecin, tout ça, c'est interdit puisqu'on ne doit pas entendre sa voix. Le risque pour celles qui vont désobéir est emprisonnement et en attendant leur jugement, elles vont être en détention chez les fonctionnaires de ce même ministère qui sont eux-mêmes membres des cartels de drogue et de groupuscules terroristes. La lapidation des femmes a été promulguée à nouveau. Nous sommes des témoins impuissants devant les constats suivants. Les crises psychologiques et suicides, mariés dans les jeunes âges avec des personnes âgées pour effacer les dettes,
enfantées encore plus jeunes, donc mortes en couche. Elles sont vendues, elles sont emprisonnées et violées par les talibans. Dans mon livre, vous allez voir les témoignages, notamment d'une femme, une jeune femme qui était leader dans les manifestations après l'arrivée des talibans, qui a été emprisonnée, violentée, et elle va vous expliquer tout ce qu'elle a subi comme châtiment par les talibans. Donc, les perspectives pour les femmes afghanes sont inexistantes. Pourtant, le de facto gouvernement des talibans ne cesse de demander à la communauté internationale de normaliser leurs relations. Il a déclaré aussi que la reconnaissance du gouvernement taliban n'a rien à voir avec les droits des femmes, qui n'ont rien dans les lois des Nations Unies ou tout autre pays mentionne que les lois sur le travail des femmes conditionnent la reconnaissance du pays. Vous voyez les femmes qui votaient et les meilleurs médias dans la région. Voilà le sauvetage, j'en parle sur un chapitre entier sur le sauvetage des femmes vulnérables le moment que les talibans sont arrivés. Et voilà cette femme qui faisait des qui organisait les manifestations lorsque les talibans sont arrivés. Bien qu'un certain nombre de hauts responsables du gouvernement taliban figurent sur la liste des personnes recherchées par les États-Unis, les talibans sont libres de leur mouvement et que l'embargo leur est insignifiant. Ces propos cyniques disent long sur ce qui se passe à l'échelle internationale et confortent la position des talibans. Au vu des visites et témoignages de Richard Bennett, le rapporteur de l'ONU, qui est maintenant persona non grata en Afghanistan, il dit que les talibans ont un but clairement défini, effacer les femmes de tout l'espace public et que le système institutionnalisé d'oppression fondé sur le genre mis en place par les talibans est généralisé et systématique et que des crimes contre l'humanité se sont intensifiés. Le troisième rencontre de Doha en juin dernier a eu lieu avec les talibans malgré les contestations. On a fait des pétitions, on a manifesté. L'ONU a organisé en présence des États-Unis et autres pays, sans les Afghans, comme cela a été exigé par les talibans, pour discuter seulement des sujets économiques et de la lutte contre le trafic des stupéfiants. Rien d'éducation, ni le travail, ni les droits des femmes, ni d'un gouvernement inclusif a été autorisé pour en être discuté. La réponse de la communauté internationale à apporter à toutes les actions des talibans est faible et désunie et avait enhardi les talibans. Comme Bennett explore, les dirigeants mondiaux doivent élaborer et mettre en œuvre un plan d'action global axé sur les questions d'égalité entre les hommes et les femmes en Afghanistan. Il est important d'utiliser tous les mécanismes internationaux, y compris la Cour internationale de justice de l'AE, pour obliger les talibans à prendre en compte ces actions. Les défenseurs des droits de l'homme sont actifs pour constituer un dossier. C'est sûr que les talibans sont insensibles. Ici, ils sont condamnés. Mais au moins, ils vont obliger, cette condamnation va obliger les Occidentaux qui sont en train de reconnaître en douce les talibans, de les empêcher. Maintenant, nous entendrons un quatrième rencontre avec les talibans à Doha avec le même format. Il faut que la France condamne ce genre de rencontre. On ne peut pas continuer à dire il faut continuer à dialoguer avec les Afghans, les talibans, pardon. L'exemple, ça fait 20 ans que la communauté internationale négocie avec l'Iran sur le projet nucléaire en disant enfin ils vont changer d'avis et ils sont presque prêts à fabriquer la bombe et à la lancer. Bien, donc la situation est extrêmement préoccupante en Afghanistan et que je ne peux pas
ne pas être pessimiste pour ce qui se passe. Côté iranien, en 1925, Reza Pahlavi est élu et intronisé comme empereur. Il a modernisé à grandes pas la société, inspiré des équivalents en Europe et une égalité des sexes. Son fils, en 1941, a succédé et a poursuivi ces réformes, y compris en ce qui concerne les droits des femmes, et les femmes en Iran ont voté en 1963. Il a fait quelque chose d'extraordinaire qui était la loi de protection de la famille qui a limité le droit unilatéral des hommes au divorce et à la polygamie. La puissance clergée chiite était mécontente de voir les réformes du Shah enlever la plupart de leur pouvoir. Dans les domaines d'éducation, les lois familiales et surtout dans les milieux ruraux, et également leur pouvoir économique, avec un mouvement marxiste-islamiste et non sans l'aide des Occidentaux, la révolution iranienne a eu lieu en 1979. Même si les femmes ont joué on le voit dans les slides de droite, un rôle important dans la révolution, le 8 mars, 2 mois après la révolution, il y a eu l'annonce, les femmes devraient se rendre au bureau avec l'hijab. Donc, vous voyez la manifestation des femmes en mars 1979. Depuis la descente de l'enfer des femmes a commencé dès le début de la révolution, ces pertes d'acquis, hijab obligatoire, égalité de 2 femmes pour un homme en cas de besoin de témoigner devant les tribunaux, interdiction de quitter le pays sans autorisation du mari. Dans un héritage, la femme reçoit la moitié de ce que reçoit l'homme, l'interdiction d'avortement, retour aux polygamies et mariage temporaire, et diminution de l'âge mariage à 9 ans, etc., etc., etc. Il y a eu plusieurs initiatives de renversement de régime, des contestations, des manifestations qui ont été réprimées, les Iraniens emprisonnés et exécutés. C'est en 2021, à la suite de l'arrivée au pouvoir de Raïssi, des règles restrictives ont été renforcées pour des femmes, avec des brigades des morses dans les rues, des femmes en tchador, aidées par des hommes qui malmenaient des filles. En septembre 2022, l'assassinat de Mahsa Amini, qui, selon le régime, a mal porté son hijab, a mis le feu poudre et a fait exploser 45 années de frustration avec la révolution Femmes, Vie, Liberté, dans laquelle toute population iranienne se trouvait l'inspiration avec un seul mot d'ordre et unique objectif, il faut faire tomber ce régime. Cette révolution a fait tomber plusieurs symboles du régime, dont le hijab obligatoire, un de ses plus grands piliers. Mais le hijab obligatoire n'a pas été la seule revendication des femmes, même s'il s'agit d'un pilier au nom de l'islam sur l'esclavage des hommes sur les femmes. Plusieurs centaines de jeunes ont été tués, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été arrêtées selon le régime même. Les attaques biologiques coordonnées et massives en série dans les établissements scolaires, universitaires pour les filles ont eu lieu. Il s'agit d'un régime qui est en guerre avec ces femmes. En face de ces crimes de régime, l'ONU, au lieu de prendre des sanctions, l'a mis en tête plusieurs commissions, dont la présidence de Forum, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, malgré nos contestations. On est allé à Genève, on a manifesté. Il a rendu hommage au président iranien Raïssi après sa disparition dans un accident. Il a été connu comme boucher de Téhéran par sa responsabilité directe dans l'exécution de plusieurs milliers de prisonniers politiques iraniens entre 1988 et 1989. Alors que depuis 25 ans, la situation des femmes au niveau mondial n'a cessé que de se dégrader, vous venez le dire, l'ONU
la résolution 1325 de l'ONU de 2000 n'a pas rempli ses ambitions et ses objectifs. La présence du secrétaire général de l'ONU au sommet de BRICS à Kazan, en Russie, dont l'organisateur est sous le coup de le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale et qui est interdit de mouvement, avec la présence des pays où la démocratie est ébranlée, où les droits des femmes sont bafoués, montre la limite de fonctionnement de cette grande institution. L'ironie du sort, l'ONU a été critiquée par son incapacité à assurer la stabilité mondiale lors de ce sommet. Avec ou sans l'ONU, le combat des femmes pour leurs droits continuera, mais le prix à payer sera plus grand. Et enfin, pour finir sur une note positive, je le redis, les femmes sont le talon d'Achille des talibans en Afghanistan et celui des mollahs en Iran avec la révolution Femmes, Vie, Liberté. Merci Fahimé, merci pour cet éclairage sur deux théâtres importants que sont évidemment l'Afghanistan qui est suivi de très près par toutes les ONG et la situation en Iran, et d'ailleurs qui est très bien repeinte dans ce livre, pour expliquer la situation dramatique et le recul des droits humains, des droits des femmes catégorique. Là, effectivement, l'absence totale de droits caractérise la situation aujourd'hui en dépit de tous les efforts. Et là, on voit bien ce côté inaudible. Moi, je dirais plus loin. Je dirais que la question femme, paix, sécurité, en dépit, et là, je vois des collègues comme Graziella Piga, etc., de toute l'adoption qui sont des experts de tout ça, sur l'Ukraine et d'autres champs. Et j'ai vu aussi, et je ne voudrais pas qu'on résume évidemment, la paix, les droits reculent. En RDC, au Soudan, les droits des femmes reculent et les situations sont dramatiques. Donc, il y a en parallèle l'ONU avec l'adoption des plans d'action, tous ces bénéfices, et je ne voudrais pas qu'on les minimise, parce que les plans d'action ont permis d'avoir des leviers voilà, de l'éducation, des programmes de formation dans les pays. Mais aujourd'hui, dans la situation, quand même, il y a moins de femmes à la table des négociations, ça stagne, en tout cas, la participation, il n'y a pas d'avancée. Et dès qu'il s'agit de dossiers stratégiques, politiques, la question femmes, paix, sécurité n'est pas présente dans les dialogues, pour les raisons que vous soulignez, pour des questions de ressources, pour des questions de course à l'armement, etc. Ou si l'on conjugue l'un à l'autre, eh bien, ça rend de plus en plus difficile les choses. Et ça, je crois que c'est bien signalé. Je crois que la question du soutien financier, évidemment, parce qu'il y a des barrières culturelles aussi. On parlait des mères, mais d'assister au processus de paix, il faut quelqu'un qui puisse s'occuper aussi des enfants. Ça ne se fait pas comme ça, cette représentation, au-delà de la légitimité et de la participation. Donc, les questions de soutien aux organisations civiles sont déterminantes dans ça. Et que va-t-il se passer avec cette réduction déjà annoncée au niveau de Bruxelles, mais dans le contexte géopolitique qui s'annonce suite aux résultats de l'élection américaine et de l'ONU, évidemment, où les cartes vont être rebattues, si l'on peut dire, y compris en termes de financement, ça se pose en termes de questions. Donc, effectivement, ces deux théâtres sont très révélateurs, mais je ne voudrais pas aussi qu'on oublie, et merci à toutes celles et ceux qui, dans le chat, et les présidents d'associations, d'ONG, du Cameroun, de RDC, qui contribuent et qui sont présentes aujourd'hui. C'est un grand honneur pour nous de vous avoir, parce que c'est vous qui êtes aussi véritablement sur le terrain. Mais là se pose quand même la question de se dire, finalement, est-ce que dans notre approche, on ne peut pas aussi faire évoluer les choses, c'est-à-dire, Fanny en parlait tout à l'heure, cette question de mixité, on parle d'inclusion des femmes évidemment, et que toutes ces ONG des femmes est fondamentale, et ce n'est pas l'objectif que d'y introduire nécessairement dans les tables de discussion, notamment sur les questions dont on parle de violence, etc. Là, mais est-ce qu'on n'a pas une autre manière aussi d'inclure les hommes de bonne volonté, je pense à la jeune génération, aux étudiants, aux garçons,
qui, moi, dans les cours et ailleurs, sont intéressés et concernés par ces questions, ou d'autres collègues qui travaillent au niveau des policies et qui me rétorquent, parfois aussi à juste titre, mais voilà, on aimerait bien être inclus aussi de bonne volonté. Il y a peut-être les choses à repenser en termes d'alliance, d'approche, avec les bonnes volontés pour avoir des alliés hommes aussi, formels ou informels, dans cette approche de ces questions où on se rend compte que c'est compliqué d'aller à la table des négociations, d'obtenir des représentations comme on le souhaiterait, faire évoluer. Nous, on propose de questions aussi de faire des paires de médiateurs, c'est-à-dire hommes-femmes, et de promouvoir à la table des négociations des binômes sur certains sujets, etc., pour avoir une plus large couverture. C'est peut-être des choses aussi, à mon sens, qu'il faut reposer. Je n'ai pas dit que c'était la réponse, mais en tout cas, essayer d'avoir des alliés, hommes, jeunes garçons, qui sont convaincus par ces sujets et, à mon avis, qui ont aussi la place et qui seront peut-être aussi les décideurs de demain et qui seront les décideurs de demain. Et que, en tout cas, il me paraît nécessaire d'inclure ces bonnes volontés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les intervenants, de ça? Moi, euh, est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Alors, sur cet aspect financier, je voudrais parler de l'Afghanistan. Aujourd'hui, évidemment, quand on parle de l'Afghanistan, on dit qu'il faut continuer de dialoguer avec les talibans pour des raisons aide humanitaire. Mais à partir du moment qu'ils ont interdit la distribution par les ONG des aides humanitaires, l'aide humanitaire arrive chez eux. Et c'est eux qui décident qu'est-ce qu'il faut faire avec. Une partie, ils le gardent pour eux-mêmes, pour les guerres futures. L'argent, ils le gardent également. Donc, ce qu'on dit, c'est justement avec cette aide en termes financiers qui diminue, il ne faut pas accepter de continuer à donner l'argent. Et les Américains donnaient 40 millions de dollars par semaine dans les sacs qui arrivaient de Washington à Kaboul. C'est pour ça que c'est quand même étonnant que le Afghani, le monnaie afghan, est le seul monnaie dans la région, partout, le niveau a baissé, mais il est adossé au dollar. Donc vous comprenez, on est en train de vraiment tomber sur la tête en ce qui le concerne. Il y a une personne qui dit, eh ben, les hommes afghans, ils ne sont pas tous les talibans, peut-être qu'eux, ils peuvent faire quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, j'étais en train de dire au Sénat que parmi des personnes qu'on a sauvées, il y a une députée auquel, à cette population, on a dit une autre vie est possible. D'accord? Et depuis 2005, elle a un mandat jusqu'à 2021. Elle est aujourd'hui dans un foyer à Paris. Et les talibans l'ont envoyé un message, on sait que tu es dans tel arrondissement, attends, on va venir pour te tuer. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y a une confusion totale. On ne sait même pas si les hommes qu'on a fait venir ici, qu'ils étaient, soi-disant, en danger, est-ce qu'ils n'étaient pas des espions des talibans? Donc vraiment, là, il y a une confusion totale sur le sujet. Et quand on fait des manifestations le 15 août de l'arrivée des talibans, il n'y a même pas 50 hommes. Et pourtant, il y a plusieurs milliers qui sont aujourd'hui en France. J'espère que Oui, j'ai pu c'est pas une répondre question simple, hein. C'est pas une question simple. Bien sûr, il ne s'agit pas d'inclure ceux qui vont faire régresser les droits des femmes, mais peut-être Pauline Mais et sur ce dernier point, je euh, pense que c'est très intéressant là, ce que vient de dire Fahimé. C'est-à-dire que là, on a généreusement, effectivement, ouvert l'asile, la voie de l'asile, ben, tu es bien placée pour savoir, Linda aussi, aux femmes afghanes, aux Afghanes. Mais la réalité, c'est qu'elles n'arrivent pas jusqu'à nous. Enfin, c'est impossible. Donc effectivement, si on a des Afghans, ce sont des garçons ou des hommes.
Donc c'est très généreux, mais en même temps, c'est peu réaliste, à moins d'organiser la sortie, l'extraction, et la fuite de façon très coordonnée avec toutes les autorités, tous les enfin, je veux dire, c'est très, très difficile. Donc c'est un peu un enfin, c'est pas très sincère, je dirais, enfin, tant mieux, c'est une annonce qui est positive, mais qui n'est pas très, facilement, applicable, voilà. Mais je pensais qu'on Mmh. pourrait, je ne sais pas si, peut-être aussi, si c'était prévu d'ouvrir un peu s'il y a des questions, Oui, oui, mais je vais peut-être parmi les demander à Pauline aussi ouais. sur cette Euh, c'est vrai que quand j'ai fait ce livre sur les mères et pères, euh, les pères sont très présents. En fait, ils sont très absents, mais ils devraient être très présents parce que les mères, quand elles sont pas aidées des pères ou des hommes ou d'un homme dans une famille, c'est quand même compliqué. Elles ont besoin d'appui. Hélas, plusieurs, plusieurs responsables d'ONG, je me rappelle d'une femme à l'île Maurice, me disait, mais les hommes vont mal. Ils sont oui de parade des problèmes de la drogue, de l'emprisonnement, des trafics, des taux de suicide très élevés chez les hommes. Donc, il y a aussi un vrai problème, enfin, il y a une vraie question sur l'état de santé mentale des hommes. Et ça c'est pas simple. Alors évidemment, en plus, il faut prendre en compte le contexte culturel. Il faut aussi prendre en compte l'éducation que donnent les mères aux garçons. Et parfois, il y a Mmh, des schémas de répétition qui clairement. sont pas très favorables aux femmes. Alors, OK. Non, mais on est d'accord voilà. avec ça, évidemment. Je prends quand même une note positive parce qu'on pourrait croire que c'est pas toujours une bonne idée. Et bien sûr, l'exemple donné par Fahimé sur les Afghans en France, sur le droit d'asile, etc., non, entre autres, peut être parlant, ou ce que vous dites peut être parlant, mais sur la note positive, et on va passer, on va prendre des questions dans la salle. C'est Manon qui ajoute, beaucoup d'études montrent que les jeunes garçons hommes ne sont pas plus sensibles à l'égalité de genre, tel qu'en témoigne l'électorat de Trump, etc. Il y a quand même aussi dans nos enceintes avec lesquelles on travaille sur les public policies des hommes qui sont en charge des questions politiques, qui sont formés aux questions de genre et qui sont susceptibles, comme les jeunes étudiants sensibilisés, et qui d'apporter aussi, à mon sens, leurs nouvelles idées, leurs nouvelles approches, ou simplement comment eux, ils perçoivent aussi ces questions et comment on pourrait les inclure et comment ils pourraient nous aider dans cette quête et pour voir notamment les discussions que je peux avoir avec des jeunes étudiants dans différentes enceintes. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il y en a ici, des étudiants garçons, c'est que ça intéresse aussi, et des collègues aussi, de sciences politiques et autres, qui travaillent sur ces sujets et qui aimeraient qu'on leur fasse, qu'on puisse, en tout cas, qu'ils puissent contribuer. On va prendre les questions dans la salle, parce qu'il y a beaucoup d'experts aussi parmi nous, et ce serait bien de pouvoir les entendre. N'hésitez pas à poser les questions dans le chat, que je les prenne. Ok, on voit pas de La questions. première question, c'est toujours, la plus longue Toujours un peu, à ouais, arriver. c'est toujours Le un peu. premier, même des enfin, je veux dire des commentaires, hein. Peut-être un homme, Mais justement. il y a Manon qui va Manon, intervenir. Manon, Manon. Ouais. Alors, Manon, est-ce que vous êtes là? Vous pouvez prendre la parole. Juste une question. Vous Est-ce qu'on nous expliquer un continue peu qui vous êtes aussi, hein, Ça marche. Juste une question. Est-ce qu'on continue sur le sujet de créer des alliances avec des Oui. hommes ou on peut ouvrir à d'autres... Ce que vous avez envie de dire, quoi, c'est principalement. Super. Alors du coup, Manon, je suis la coordinatrice du réseau United Network of Young Peace Builders, un réseau global de 130 organisations travaillant pour la paix et mené par des jeunes, dont des jeunes femmes et des personnes de genre divers. Euh, j'ai une question. On a énormément parlé de
l'agenda femmes, paix et sécurité en dehors de la France, mais quid des efforts de cet agenda jeunesse, femmes, paix et sécurité au sein du territoire français? Je pense que notamment si cet agenda reste méconnu en France, c'est parce qu'on a une mauvaise ou une compréhension erronée de la paix, comme l'absence de conflits armés sur un territoire. Je pense que si on avait, je pense je parle du territoire français, mais plus particulièrement peut-être aussi en Europe, si on avait peut-être une meilleure compréhension de la paix et des conflits, ça permettrait également une meilleure appropriation de cet agenda au sein de la population française et européenne. Et également, je pense important de se questionner sur l'importance à ce que cet agenda ne soit pas uniquement un agenda de politique externe qui contribuerait, à mon sens, à une politique néocoloniale qui se fonderait sur une constatation erronée, en fait, que voilà, on a besoin d'efforts en termes de femmes, de paix et de sécurité à l'extérieur de l'Europe, alors qu'il y en a énormément de cet effort au sein de l'Europe elle-même. D'accord. Qui veut répondre, Fanny, peut-être, sur ça? Ben, répondre, ouais, enfin, en tout cas, merci. Déjà, vous remercier Manon parce que moi je trouve que c'est effectivement très, très juste ce que vous dites, c'est-à-dire que l'agenda n'est pas connu en France parce qu'on est considéré ou en Europe, il est peu connu, disons, du grand public, comme je le disais, parce qu'on est considéré effectivement pas dans les pays, directement, en conflit. Hem et oui, la solution serait aussi de l'intégrer, de l'adapter, et d'en faire d'ailleurs c'est ce qui est préconisé, hein, que cet agenda est universel et que les plans d'action qui sont développés, pour le moment, vous avez raison, sont, quand même très centrés sur les affaires extérieures, ça c'est sûr. Et peu sur l'agenda national, mis à part quand même, je pense, j'ai pas vu la dernière version, il y a eu quand même pas mal de versions différentes, mais sur, quand même, certaines réformes qui touchent quand même le sujet national, notamment, des réformes au sein de sur les forces armées, les forces de sécurité, pour plus de parité, pour plus d'accès des femmes justement à enfin je veux dire aux mêmes droits et aux mêmes possibilités, dans ces enceintes-là, qui sont très peu, inclusives. Mais à part ça, effectivement, l'agenda, il est connu, dans des pays enfin, il est connu en RDC, il est connu, je pense, dans de nombreux pays où effectivement les Nations unies sont présentes, par les populations civiles, par les femmes, par les associations, par le milieu associatif et finalement assez peu en France. Je pense que, par exemple, cette, réunion du Conseil de sécurité qui est quand même intéressante parce qu'il y a des vrais témoignages des personnes, d'actrices de premier plan, dans ces conflits, n'est jamais, diffusée, ou même, jamais repris, dans les médias en France. Alors que c'est quand même, un événement ouvert enfin public, ce qui est rare, et fort intéressant sur les témoignages, sur les conflits, donc voilà. Donc oui, je Mais partage à 100 ce que vous dites, voilà. J'espère que le prochain plan d'action devrait, en principe, être, heu, autant, sur le territoire national que, parce que Dieu sait si on a des sujets et ça revient aussi à l'élargissement du concept de sécurité et de paix et de sécurité finalement, oui, qui voilà, qui est un processus. Ouais. cette idée de solidarité, les liens de connexion sont faits, hein, avec le Haut Conseil d'égalité, et cetera, toute la diplomatie, toutes ces problématiques-là sont faits, mais elles sont pas du tout expliquées et accessibles du grand public et ça crée des fossés d'incompréhension dans un sens comme dans un autre et aussi ça explique et je trouve que c'est intéressant en ce sens, qu'il y ait pas de quand je parlais de réseaux qui sont pas nécessaires qui travaillent pas nécessairement ensemble, bah, les réseaux plus nationaux travaillent moins avec les réseaux internationaux sur ces sujets-là, par exemple, et je pense que c'est pour le coup une piste. Autre question de Graziella Piga, pardon.
toutes mes excuses. Ce que dit Manon, voilà. Non, elle posait la question sur la responsabilité. Donc, j'avais l'impression que Graziella nous donnait la réponse dans la question. Peut-on tenir responsable, en dépit de toute l'adoption des plans d'action nationaux, les gouvernements pour ces questions-là? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes à faire? Moi, je trouve qu'il y a un peu se dire, est-ce que finalement, on pourrait aller plus loin dans ces résolutions-là et de tenir responsable quelque part sur un plan juridique, on va dire, les États qui adoptent les plans nationaux d'action et qui n'ont toujours pas augmenté les femmes à des postes de décision clés pour la prise de décision. Est-ce que cette évolution apparaîtrait possible et qui pourrait être qui sanctionnerait les gouvernements qui seraient un peu manquants dans leurs obligations? Fanny, encore? Je pense que oui, au-delà même tu vois, la question de la parité qui est très, très importante, si on entre sur une vision beaucoup moins, comme disait Manon, je trouve que c'est très intéressant, moins, nord-sud, classique finalement, ben, alors on va parler, de l'armement, on va parler des vrais sujets. Et comment on fait dans ces cas-là? Enfin, on arrive sur un terrain fortement glissant, que bien sûr, les autorités n'ont pas envie, qu'on aborde dans ce genre de résolution. Mais la vraie question, elle est là. Enfin, je veux dire, les je pense que voilà, il y a des sujets qui doivent être abordés aussi dans le contexte, de ces résolutions-là. Mais, comme on l'a dit, il y a les ressources, mais il y a aussi effectivement, les contributions au conflit indirectes et directes, des États qui promeuvent, heu, à moindre coût, une paix, qu'ils savent, très lointaine. Donc, Et et les femmes ne se ne les mouvements féministes sont très centrés sur cette question de désarmement, sur cette question, du rôle, néfaste, de certaines, démocraties sur les conflits et sur les répercussions qu'ils ont sur les populations civiles, en particulier sur les femmes. Donc ça, c'est vraiment aussi l'apport des mouvements féministes parfois, de mettre les pieds dans le plat. On le voit, je pense que en ce moment sur des conflits très compliqués, sur le plan de la diplomatie évidemment et puis sur les morts comme, bah, évidemment là, ce qui se passe à Gaza. Bah, souvent ce sont des associations féministes, vous l'avez vu sûrement sur les réseaux sociaux, qui se mobilisent le plus, qui vont au-devant des décisionnaires hommes, dans les enceintes de prise de décision pour, les interroger de façon, visible et forte. Et souvent ce sont des femmes qui sont en première ligne, sur ces actions, un peu coup de poing, un peu, voilà, hors des sentiers battus parce qu'elles n'ont pas accès à ces sphères, où sont enfin, ou moins accès disons, parce qu'il y a quand même des femmes parlementaires, on ne peut pas dire le contraire, surtout, dans les pays, mais en tout cas dans les mouvements, grassroots, souvent les femmes se mobilisent pour la paix et heu, sur les questions d'armement et d'exploitation aussi, au-delà de simplement aborder des sujets plus consensuels, c'est ça que je voulais dire, même s'ils sont loin d'être traités comme, la participation des femmes, hem, et la parité. entendu, merci. Là, je vois qu'on se rapproche de l'heure fatidique. Je prends une dernière question. Rose Michonga, si vous voulez poser votre question. Euh, Merci Bonjour, beaucoup. et je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, c'est Rose Muchanga. Je suis de la RDC. Je suis la présidente de CIFES, la Synergie des femmes de la société civile. Bienvenue, Je bienvenue. félicite les panélistes. Vraiment, c'est un sujet très, très important pour nous et très capital. C'était très riche. Et merci encore à Madame Julienne Lusenge qui m'a permis de suivre cette formation. Au fait, chez nous en RDC, l'agenda paix, femmes, paix et sécurité n'est pas très, très connu par les femmes, alors que nous sommes un pays qui vient de faire plus de 30 ans dans des conflits armés.
Et merci pour Madame qui nous a parlé des rôles de mère. J'ai beaucoup écrit sur ça aujourd'hui et j'ai beaucoup appris. Effectivement, je vois qu'en RDC, les mères que nous sommes, nous avons un rôle à jouer pour que nos enfants ne soient pas recrutés dans les groupes armés. Et s'ils sont recrutés, c'est ensemble que nous pouvons faire reculer ces phénomènes pour que nos enfants puissent aller à l'école. Et quand il n'y a pas des enfants qui s'enrôlent dans les groupes armés, nous pensons peut-être que les conflits armés vont reculer dans notre pays. Mais ma question, c'est que Afghanistan m'a fait pleurer. J'entendais, je pleurais en même temps parce que je n'ai pas compris comment on peut priver aux femmes les droits élémentaires de parler. Quand quelqu'un ne peut pas parler, je me demande comment est-ce qu'elles vivent. Je me pose la question, comment est-ce qu'elles passent leur journée? C'est compliqué si on ne peut pas parler. Si on ne parle pas, on ne communique pas. Et si on ne communique pas, on est vraiment dans l'enfer. C'est vrai que nous, déjà au Congo, je pensais que notre situation, parce qu'elle est vraiment chaotique, qui a mis dans les conditions de déplacement plus de 5 millions de personnes et la majorité des femmes et des enfants. Je croyais que nous, on était au top, mais quand je vois quand même tout un pays, les femmes ne peuvent pas parler. C'est vraiment difficile. Ne pas aller à l'école, c'est déjà trop, mais ne pas parler, c'est priver les gens de la vie. Mais j'essayais de regarder, je ne vois pas un mouvement de soutien à ces femmes afghanes. Je ne les vois pas vraiment ou je ne suis pas au courant. Mais est-ce qu'il n'y a pas, ce n'est pas possible de mettre en place un mécanisme qui permet aux organisations féminines du monde entier de soutenir les associations des femmes afghanes afin de réclamer les droits des femmes en Afghanistan. Vraiment, en Afghanistan, merci c'est beaucoup. terrible. Ça, c'est Merci ma beaucoup. question. Si ça existe, il faut nous mettre en contact pour que nous puissions tous y participer. Merci. Merci beaucoup. Saïmé, vous voulez dire un mot? Alors, je voulais, Rose, merci pour votre réaction. Il y a quelques mois, il y a eu un tremblement de terre dans une région qui s'appelle Harod. Les femmes, celles qui ont pu se sauver, ont couru avec leurs enfants pour aller au bain public pour se laver de poussière et toute saleté. Et bien, les talibans sont arrivés parce que pour eux, le bain public, c'est un moyen de socialisation. Donc, les femmes et les enfants étaient malmenés, sortis de main et étaient battus. Donc, vous voyez, chaque acte est interdit. Merci. Désolée, je suis obligée de conclure, mais j'ai... Oui, pardon, Pauline. Un petit mot, Oui, Linda. pardon. Je Oui, bien sûr. voulais dire à Rose que il y a le docteur Denis Mukwege quand même qui est prix Nobel de la paix et qui défend vraiment, vraiment les femmes, enfin qui les a aidées et son discours au moment du prix Nobel de la paix était extraordinaire et pourtant pas toujours bien entendu par les États. Mais voilà, je voulais lui rendre hommage. Merci, merci. On serait resté encore quelques minutes supplémentaires, mais là, je dois conclure en remerciant tous les participants qui nous font l'amitié d'être présents, nos 3 intervenantes. Faïmé Robiol, je vous invite vraiment à regarder son livre. Samedi et liberté, lutte féministe et Mère et paix, qui sont des ouvrages formidables. Je sais que Noël approche. Donc, si vous voulez vous renseigner, vous pouvez m'écrire, je peux vous envoyer la liste. Remercier tous les étudiants de l'ESSEC qui nous font l'amitié
de participer les différentes filières, etc. Les institutions DEPLO, European Peace Building, Liaison d'Office, les ministères des Affaires étrangères, les représentants français, mais aussi des autres pays. Je sais qu'on nous écoute de loin ce soir, toutes les organisations de la société civile, je l'ai dit, qui œuvrent sur ces questions. Vous indiquez qu'il y aura un sirène sur l'Iran prévu prochainement avec l'amitié de l'ambassadeur Daniel Joanneau qui va organiser ça. Évidemment, notre experte Irénée Faïmé qui est aussi, sera présente. Vous informez du prochain 10e anniversaire de l'ESSEC Irénée Europa à Bruxelles qui aura lieu le 2 décembre. Pour fêter les programmes sur négociation en Europe de mon collègue Florent Blanc, mais aussi le directeur général de l'ESSEC, Vincenzo Vinzi, qui présentera la stratégie Transcende de l'ESSEC, qui s'intéresse à tous ces sujets et à la géopolitique. Enfin, remercier les personnes sans lesquelles ce sirène ne serait pas aussi bien organisé, de jeunes mamans en plus, qui veillent tard, Laura Marcos, Mélanie Berthaud et Brigitte Leroux qui nous font un travail extraordinaire. Merci à tous de ce moment et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Linda. Merci. Merci. Merci Et à tous et à toutes. Merci, au revoir. Merci beaucoup.